OK. Donc, cet après-midi, on va parler du test d'ANOVA. Donc, on va réaliser la comparaison de plusieurs moyennes. Donc, on avait vu que lorsqu'on a deux moyennes, on peut utiliser le test de student, mais ce test-là va nous permettre de comparer plus que deux moyennes. Ouais, donc le plan de cours, c'est, on va voir la pertinence du test ANOVA. On va faire un exemple et on va voir trois autres tests, donc le Bartlett permutationnel, l'ANOVA permutationnel, qui sont des tests par permutation dont vous avez les fichiers R sur Studium, le test de Kruskal-Wallis et à la fin, je vais vous montrer comment on calculerait ça à la main. Mais le calcul à la main, ce n'est pas à l'examen. Donc, commençons. Donc, dans le fond, l'analyse de la variance, c'est utiliser quand on a plusieurs moyennes à comparer. Donc, si on faisait plusieurs tests T, ça affecterait nos résultats. Donc, ça va influencer plus concrètement notre seuil alpha. Donc, plus on multiplie les tests, plus on a la chance de se tromper. Et le seuil alpha va augmenter si on ferait plusieurs tests T de student. Par exemple, si on fait 10 tests de student, on est presque sûr de rejeter l'hypothèse nulle au moins une fois, même s'il n'existe pas de différence entre les moyennes, juste pour des raisons de simplement de probabilité. Donc, le test de ANOVA, ça permet de prendre simultanément les moyennes et de dire en un seul coup si elles sont différentes ou pas. Et on maintiendra le seuil alpha souhaité, donc habituellement de 0,05. Donc, en fait, ça permet de comparer les moyennes, mais on va utiliser la variance des données pour arriver à notre conclusion. Donc, c'est ça. Donc, on va comparer plusieurs moyennes et nos conclusions vont se porter sur les moyennes. Donc, les moyennes sont soit significativement différentes ou pas, mais on va utiliser la variance pour faire ça. Donc, si mes moyennes sont identiques, comme on le montre ici avec tous ces courbes en couleur qui sont très semblables, donc la variance de chacun de ces groupes sera la même variance que si je prenais la variance de toutes mes données ensemble, donc représentée par cette ligne pointillée. Donc, on obtiendrait le même estimé de la variance. Donc, si les moyennes sont semblables, les courbes vont être centrées autour de la moyenne et leur variance va être semblable. Donc, par exemple, ici, les courbes de couleur, ça peut être les différentes longueurs, mais les longueurs des poissons dans différents lacs. Et donc, il semble avoir une moyenne qui est identique et donc leur variance va être semblable. Donc, la variance de toutes les données va être la même que la variance de chaque groupe de données, donc de chaque lac dans ce cas-là. Donc, s'il y a une courbe qui diffère des autres, donc la variance à l'intérieur de chaque groupe va être la même, mais la variance entre les groupes va augmenter dans le fond. Donc, la courbe pointillée ici représente la variance de toutes les données, mais elle représente toutes les données combinées ensemble et donc elle va être plus étalée. Donc, l'ANOVA, c'est un test statistique qui compare si la variance à l'intérieur du groupe est du même ordre de grandeur que la variance entre les groupes. Donc, ici, la moyenne du groupe rouge est plus élevée car elle se situe plus à la droite. Donc, dans le fond, ça va contribuer à étaler la courbe en pointillé. Donc, lorsqu'on aura une moyenne ou plus qu'une moyenne qui diffère comparée à celle de l'ensemble du groupe, notre variable f va augmenter dans le fond. Donc, c'est ça qu'on voit ici. Donc, le f-calc, c'est notre variable auxiliaire. Le CMA, c'est la variance qui est intergroupe, donc qui correspond à la ligne
pointillés qu'on a vu tantôt. Et le CME, c'est la variance intragroupe, donc les lignes en couleur qu'on avait sur la diapo précédente. Donc, si tous les moyennes ou les variances sont égales ou semblables, le F-calc va être égal à 1. Plus une moyenne va s'éloigner, plus ce rapport va augmenter, indiquant qu'il y a plus de variabilité entre les groupes. Donc, la courbe pointillée de tantôt va être plus grande et le F-calc ici va augmenter. Donc, lorsqu'il y a un F-calc qui est plus grand, ça indique qu'il y a au moins une des courbes qui est soit déplacée à droite ou à gauche par rapport aux autres courbes. Donc, on va faire un exemple. Donc, ici, l'exemple s'agit des techniques d'anesthésie générale. Donc, des chercheurs se sont intéressés à la réaction physiologique des souris de labo soumis à 3 techniques d'anesthésie différentes. Donc, on doit maintenant tester si ces techniques ont des effets différents sur la teneur plasmatique en adrénaline chez les souris. Donc, on a notre tableau qu'on a intégré dans R. Donc, voici le tableau. Donc, la première colonne, vous avez les différentes valeurs d'adrénaline. Et la deuxième colonne, c'est les différentes techniques d'anesthésie. Donc, dans le fond, les techniques d'anesthésie, c'est ce qu'on appelle le facteur de regroupement ici. Donc, c'est la variable indépendante et la teneur en plasmatique en adrénaline, c'est notre variable réponse, donc le Y. Et notre facteur de regroupement ici a 3 niveaux, donc A, B et C. Et on peut voir ça avec la commande levels dans R. Donc, si on fait levels de la colonne ANES, ça nous sort les 3 niveaux que peuvent prendre ce facteur de regroupement. Si on veut voir combien de niveaux différents y a-t-il, on fait N levels de cette colonne-là. Donc, la question biologique qu'on se pose, c'est est-ce que les techniques d'anesthésie ont tous le même effet sur la teneur plasmatique en adrénaline des souris? Donc, ici, la formulation est bien importante, tous le même effet, donc ça doit être explicite que je teste toutes les moyennes ensemble. Donc, notre hypothèse nulle, c'est que le facteur technique d'anesthésie n'a pas d'effet, donc les moyennes sont égales pour la teneur en adrénaline. Et notre hypothèse alternative, c'est qu'il y a au moins une technique qui a un effet différent, donc au moins une des moyennes de teneur en adrénaline est différente d'au moins une des autres moyennes. Donc, de façon mathématique, on l'écrit avec mu pour indiquer les moyennes. Donc, quelle que soit la disposition, le plus que les moyennes vont différer, le plus mon rapport de variance, donc mon F4, va augmenter. Donc, ici, mon hypothèse nulle, c'est que les 3 moyennes sont égales, donc il n'y a pas de différence entre les moyennes des techniques d'anesthésie. Et ici, c'est un test, en fait, c'est un peu nuancé, c'est un test qui est effectué unilatéral parce que si on a une des moyennes qui est plus petite ou plus grande, ça va toujours augmenter le rapport de variance, donc notre F-cal. Donc, le test est unilatéral, mais il est de nature bilatérale. Mais cette nuance n'est pas très, très importante parce que notre hypothèse alternative ici, c'est il n'y a pas d'orientation, il est bilatéral. Donc, il dit seulement qu'il y aura au moins une paire qui va différer significativement sans dire laquelle. Donc, nos conclusions vont aussi être bilatérales. Donc, on va conclure soit qu'il y a des différences, mais on ne sait pas si c'est vers le plus haut ou plus bas. Donc, on ne sait pas si la moyenne va être plus grande ou plus petite. Donc, l'ANOVA, ça permet seulement de dire s'il y a des moyennes qui vont être différentes, mais il ne nous dira pas lesquelles. Donc, il va simplement nous dire au moins une paire est différente et c'est ça. Donc, à l'étape 3,
on indique le test et la formule liée à notre variable auxiliaire. Donc, ici, on utilise un rapport de variance de Fisher, donc, qui correspond à l'ANOVA et la formule ici, donc, notre CMA, donc, notre variabilité intergroupe sur notre variabilité intragroupe. Donc, pour construire un modèle d'ANOVA dans R, donc, c'est avec la commande AOV. Puis par la suite, vous mettez votre variable dépendante. Donc ici, il s'agit de la colonne qui indique le contenu en adrénaline et suivi du facteur de regroupement, donc la technique d'anesthésie dans ce cas-ci. Les deux sont séparés par un til, comme vous le voyez ici. Les conditions d'application, donc bien évidemment l'indépendance des données. Il faut avoir une distribution normale des résidus du modèle. Donc, c'est bien une distribution normale des résidus et non pas des variables. Donc, les résidus, c'est la différence entre ce que le modèle prédit et la vraie valeur observée. Et la variance des résidus doit être égale, donc l'homoscédasticité. Donc, c'est un test qui compare les moyennes en utilisant les variances. Donc, il faut s'assurer que les variances sont à peu près égales. Et donc, pour tester la distribution normale des résidus, c'est avec le Shapiro.test. On met réside pour bien avoir les résidus liés à notre modèle. Donc, adren.aov, c'était simplement l'objet dans lequel on avait placé notre commande AOV. Et là, on a une p-value qui est plus grande que 0,05, donc on ne rejette pas notre hypothèse nulle. Donc, on peut conclure que les résidus suivent une distribution normale. Et la troisième condition d'application était l'homoscédasticité. Donc, ça, nos hypothèses nulles pour ce test-là, c'est que les variances sont homogènes. Et l'hypothèse alternative, c'est qu'au moins une des variances diffère d'au moins une autre. Donc, ici, on va utiliser le Bartlett.test. Donc, c'est cette commande dans R que vous allez utiliser. Puis, vous mettez votre variable dépendante suivie de la variable, le facteur de regroupement. Donc, on cherche à avoir une égalité des variances des groupes, mais on n'utilise pas var.test car avec var.test, on peut seulement, c'est un test T, donc l'erreur de type 1 va augmenter étant donné qu'on fait des comparaisons de plus que de moyenne. Et on ne peut aussi pas, en fait, cette condition d'application, on l'utilisait avec la régression linéaire et on faisait plot, mais on peut pas faire ça ici parce qu'on compare plus que deux groupes et donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas que la variance soit homogène tout le long d'un modèle de régression, mais de savoir si elles sont égales entre les différents groupes, car on va se servir de la variance pour savoir si les moyennes sont différentes. Donc ici, la p-value est plus grande que 0,05, donc on ne rejette pas notre hypothèse nulle, donc les variances sont homogènes. Donc, toutes nos conditions d'application sont remplies, donc on peut passer à l'étape 5 où on énonce la distribution de la variable auxiliaire, donc sous H0, qui veut dire si H0 est vrai. La variable auxiliaire apicale suivra une distribution de Fisher à 2 degrés de liberté. Donc, les 2 degrés de liberté, donc nu1 est égal à k moins 1. Donc, k, c'est le nombre de niveaux qu'on compare. Donc, ici, on avait 3 techniques différentes d'anesthésie. Et donc, on fait 3 moins 1 qui nous donne 2 degrés de liberté. Et nu2 est égal à n. N, c'est le nombre total, l'effectif de mon échantillon. Donc, le nombre de souris total, moins k, donc 43 moins 3, donc ça nous donne 40 degrés de liberté.
Donc, vous pouvez calculer avec les commandes suivantes, donc avec n-levels qu'on a vu tantôt et length, qui est la commande qui nous permet d'avoir le nombre d'éléments total, donc le 43 ici. Et à l'étape 6, c'est la règle de décision, donc c'est pareil dans tous nos tests. Donc, on rejette l'hypothèse nulle au seuil alpha 0,05. Donc, à l'étape 7, c'est les calculs. Donc, comme on avait déjà utilisé AOV et on avait placé notre variable réponse en fonction du facteur de regroupement, ici, en fait, ici, il n'y aura pas de sortie lorsque vous utilisez AOV comme commande. Il faut faire summary comme dans la régression linéaire. Donc, vous faites summary de l'objet dans lequel vous avez placé votre ANOVA. Et vous allez avoir la sortie suivante, donc le DF pour les degrés de liberté associés à votre modèle. Donc, les sum squares, c'est les sommes au carré et les mean squares. Mais en fait, on va le voir dans des diapos suivantes. Mais tout ce qu'on peut s'intéresser simplement au p-value ici, qui est de 2,01 fois 10 à la moins 5, donc qui est moins petit que 0,05. Ici, ce qui est important dans le fond, c'est que vous devez vous assurer que votre facteur de regroupement est interprété comme étant un facteur. Vous pouvez faire ça avec la commande as.factor dans R, parce que si dans ce cas-ci, on avait un facteur de regroupement qui avait des lettres ABC, mais mettons si c'était 1, 2, 3, la commande AOV aurait pu l'interpréter comme des chiffres, et dans ce cas-là, ça vous ferait une régression linéaire et non pas une ANOVA, même avec la commande AOV. Donc, juste faire attention avec ça. Donc ici, on rejette H0 parce que notre p-value est plus petit que notre seuil alpha. Donc, ici, on peut conclure qu'il y a au moins une technique d'anesthésie qui a un effet différent et donc au moins une des moyennes qui est différente d'au moins une des autres. Mais ANOVA ne nous dira pas c'est laquelle. Ouais, c'est ça. Et puisqu'on a rejeté l'hypothèse nulle, on peut donc maintenant faire des tests en post-hoc, donc des tests a posteriori pour déterminer vraiment c'est quel groupe qui diffère des autres. Donc, ça s'appelle un test HSD de Turquie, donc qui permet de faire des comparaisons de 2 à 2 avec un certain intervalle de confiance et ça nous indique aussi les différences. Donc, HSD pour Honestly Significant Difference. Donc, ça nous indique quelle forme de patron on va avoir avec nos différents groupes. Donc, est-ce que c'est seulement une moyenne qui est différente des autres ou est-ce que c'est deux moyennes qui sont différentes? Donc, ici, avec la commande Turkey HSD, vous placez votre objet dans lequel vous avez votre modèle ANOVA et ça va vous sortir cette sortie en R. Donc, fit, ça vous indique le modèle sur lequel vous avez appliqué l'ANOVA. Par la suite, ici, vous avez toutes les comparaisons 2 à 2 qui sont possibles. Donc, différence ici indique la différence de moyenne entre le groupe B et A, par exemple. Cette colonne-là, ça n'amène pas beaucoup d'informations. Donc, on regarde vraiment l'intervalle de confiance. Donc, ici, c'est lower et upper, donc les bornes inférieures et supérieures de notre intervalle de confiance. Et ici, c'est notre p-value. Donc ici, on peut conclure que le groupe C diffère significativement du groupe B et A, étant donné que leur p-value est plus petit que 0,05.
On peut aussi voir que l'intervalle de confiance de, ces, de C et A et de C et B ne chevauchent pas 0, donc donc ils sont significativement différents de 0, tandis que celui de B et A, ça chevauche 0, donc ce n'est pas significativement différent de 0. Donc, dans le fond, la p-value ici, c'est simplement la probabilité d'avoir une différence ici aussi extrême ou plus extrême. Donc, c'est ajusté dans le fond. Ici, on a pi ajusté parce que ça prend en compte le fait qu'on a fait plusieurs comparaisons. Ici, ne regardez pas la magnitude de la différence pour déterminer la significativité. Hmm. Donc, c'est ça. Donc, à l'étape 8, oups. Est-ce que les bornes B et A se chevauchent entre elles ou c'est le contraire? Hmm. Hmm. En fait, les bornes ici, c'est relié, c'est l'intervalle de confiance de la différence. Donc, donc, dans le cas de B et A, ça chevauche 0. Donc, il est possible que la différence entre ces groupes soit de 0. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que ça répond à votre question? OK, parfait, merci. Hum. Donc, c'est ça. Donc, une fois qu'on a, à l'étape 7, on a fait nos calculs, on a rajouté l'hypothèse nulle. Et c'est ça, c'est simplement lorsqu'on a rejeté l'hypothèse nulle avec notre commande AOV qu'on peut faire les tests en post-hoc. Donc, dans ce cas-ci, c'était le cas. Donc, ici, à l'étape 8, on peut conclure que le groupe C diffère significativement de A et B, car les p-values sont, donc on peut les inscrire ici, et donc ils sont plus petits que notre seuil alpha. Mais B et A ne sont pas significativement différents. Et donc, l'interprétation biologique doit aller dans ce sens-là. Donc, on doit produire une explication euh, selon ce qu'on a trouvé avec notre test. Donc, ici, on doit expliquer que la technique d'anesthésie C a une teneur en adrénaline significativement plus élevée que les deux autres et on indique une explication biologique possible. Avec ces résultats, on peut faire un diagramme à moustache, donc comme on l'a déjà vu, un box plot, donc de la teneur en adrénaline en fonction de la technique d'anesthésie utilisée. Donc, ça, vous savez déjà comment faire un box plot. Ce qui est différent ici, c'est qu'on utilise des lettres pour indiquer la significativité entre les moyennes des différents niveaux. Donc ici, on a mis la petite lettre A pour la technique A et B, donc la même lettre parce qu'ils ne sont pas significativement différentes. On a changé de lettre pour la technique C, donc on a mis un petit b parce que cette technique diffère de B et de A. Donc si on avait eu une autre technique D qui n'était pas significativement différente de la technique C pour
la teneur en adrénaline, on aurait aussi mis un petit b. Donc, ouais, voilà. Donc, ici, c'est simplement la commande dans R que vous pouvez utiliser pour créer votre graphique. Donc, c'est avec plot, vous mettez votre variable dépendante, le facteur de regroupement, les titres de vos axes, et avec la commande texte, vous pouvez ajouter ces lettres-là. Donc, ici, simplement, le X et le Y, ça correspond aux coordonnées que vous ajoutez ces lettres-là. Donc, dans le fond, le 1, 2, 3, ça correspond au facteur de regroupement ici, à ce niveau-là. Et Y, c'est simplement le 1.9 ici. Donc, ça. Si les trois niveaux sont différents, ou s'ils diffèrent tous entre elles, vous metteriez ABC. Dans le fond, si A est différente de B et C, B est différente de... Mais si A est différente de B et C, donc forcément B est différente de A et C. Et C, donc oui, c'est ça. Donc, vous utilisez les lettres ici pour résumer l'information sur la significativité de vos données. Donc, maintenant, on va voir comment faire si nos conditions d'application ne sont pas remplies. Donc, il y a le Bartlett permutationnel, donc, qu'on va utiliser. Donc, lorsqu'on a des résidus qui ne sont pas normaux avec notre test Shapiro, on va essayer de transformer nos données, donc avec log ou racine carrée. Après la transformation, s'ils ne sont toujours pas normaux, on teste quand même l'homocidacité avec le Bartlett permutationnel. Donc, la permutation va permettre de recréer une distribution. Et à ce moment-ci, si le Bartlett permutationnel permet de conclure que les variances sont homogènes, on va utiliser l'ANOVA permutationnel. Si les variances ne sont pas homogènes, on va utiliser un test non paramétrique, donc le test de Kruskal-Wallis. Donc, le Bartlett permutationnel, donc c'est parmi un des fichiers R que vous avez, donc vous devez la sourcer parce que ce n'est pas une fonction qui est directement disponible dans R. Et dans le fond, pour l'utiliser, vous indiquez dans le fond votre variable dépendante, votre facteur de regroupement. Par la suite, les arguments centre ici, nperm et alpha, ont déjà des valeurs par défaut. Et donc, ça vous permet d'utiliser ce test dans R. Et c'est vraiment la probabilité en dessous de la probabilité permutationnelle qu'on va interpréter. Donc ici, c'est de 0,08. Donc, avec ce test, on teste si les variances sont homogènes, seulement si les résidus ne sont pas normaux. Dans le fond, on fait un test par permutation parce que ce test-là, il est plus sensible à la non-normalité de nos données, donc ce qui implique un plus grand risque d'erreur de type 1. Donc, si les résidus ne sont pas normaux, mais qui sont homogènes, donc ce qui a été retrouvé avec le Bartlett permutationnel, on peut utiliser l'ANOVA permutationnel. Donc, ça, c'est le deuxième test que vous avez, le fichier R. Donc, il s'appelle ANOVA One Way. Donc, vous devez encore une fois sourcer la fonction. Et dans cette commande, vous indiquez simplement l'objet dans lequel vous avez placé votre ANOVA, donc que vous avez créé précédemment, et le nombre de permutations souhaitées. Donc, ça va vous sortir cette sortie en R, et la probabilité qui nous intéresse, c'est celle-là qui correspond
à la ligne correspondant à notre variable y. Je n'ai pas trop compris comment mettre la tête dans R. Non, doit-on d'abord copier-coller un fichier? Dans le fond, le fichier, il est déjà sur Studium. Vous devez le sauvegarder dans votre ordi en faisant attention à ne pas le modifier du tout parce que c'est un fichier de code qui a été écrit par un professeur. Et lorsque vous voulez faire appel à cette commande, donc soit ANOVA, OneWay ou le backlet permutationnel, vous devez utiliser la commande source comme elle est écrite ici et entre guillemets, placer le nom du fichier. Ne changez pas le nom du fichier non plus. J'aurais une question. Oui. Ça, c'est juste, on l'utilise quand la distribution des résidus n'est pas normale, c'est ça? Oui. Donc là, même après la transformation des données comme en log ou avec la racine carrée, c'est toujours pas normal. OK. Finalement, le test de Kruskal-Wallis, donc ça, c'est lorsque les résidus sont pas normaux et que le backlet permutationnel indique des variances non homogènes. Donc, ça, c'est en fait... Excusez-moi, j'ai juste une question. Oui, Pour, allez-y. pour voyons, j'ai de la misère à parler. Pour la diapositive 30, la précédente dans le fond, là, on a un P qui est comme inférieur à 0.05. Ça va nous dire quoi? Qu'on rejette H0 avec... Oui, dans le fond, ça nous dit la même chose qu'il y a au moins une moyenne qui diffère des autres, mais on ne sait pas laquelle. OK, parfait. Merci. D'accord. Donc, c'est ça. Le test de Kruskal-Wallis, donc c'est un test non paramétrique. Donc, c'est en fait un peu un analogue au test de U qu'on avait vu, mais plus en général. Donc, ça vérifie la médiane des rangs de nos données. Et donc, ça peut être aussi utilisé lorsqu'on a très peu de données, donc moins que 10 ou moins que 15. Donc, c'est la variante non paramétrique de l'ANOVA qui est basée sur les rangs. Donc, on va faire un exemple. Donc, il y a un chercheur a l'impression que certains médicaments antidépresseurs ont un effet secondaire bénéfique en diminuant la douleur dorsale chez des individus affligés de douleurs dorsales chroniques d'origine neurologique. Donc, ce chercheur recrute un groupe de 60 individus qui souffrent d'un niveau similaire de douleur dorsale et les attribue aléatoirement à 3 groupes auxquels il administre 2 médicaments, donc qui sont appelés médic 1 et 2. Et le troisième groupe reçoit un contrôle, un placebo. Donc, à la fin de cette période, les patients doivent décrire leur douleur sur une échelle de 1 à 10. Donc, déjà ici nos variables nous laissent présager l'utilisation d'un test Kruskal-Wallis parce qu'on va comparer 3 groupes. Donc, notre variable dépendante et semi-quantitative dans ce cas-ci. Donc, ça, c'est un aperçu du tableau. Donc, il y a trois groupes, donc le placebo et le médicament 1 et 2, et le niveau de la douleur sur une échelle de 1 à 10. Donc, les hypothèses, ça reste semblable, mais cette fois-ci, on compare les rangs de chacun des groupes. Donc, en fait, on compare les médianes, donc en utilisant les rangs. Donc lorsqu'on déclare les hypothèses, c'est ça qu'il faudra énoncer. Donc, ici, les médianes sont tous égales pour notre hypothèse nulle. Et l'hypothèse alternative, c'est qu'au moins un groupe a une médiane de rang différent de notre groupe. Donc, le choix du test, donc ici, on va faire le Kruskal-Wallis avec la variable auxiliaire H, mais on ne va pas voir cette équation en détail. La seule condition d'application, c'est l'indépendance des données. Et la distribution de la variable auxiliaire, ça suit une loi de Ki carré
à G-1 degré de liberté. Donc, si à l'étape 7, on fait les calculs, donc dans R, on utilise la commande Kruskal.test. On met dans une variable dépendante, donc le niveau de douleur, donc c'est ce qu'on a fait ici, et le traitement, donc notre facteur de regroupement, donc où il y avait trois possibilités, donc le placebo, le médicament 1 ou 2. Et ça va nous donner la sortie suivante. Donc, on a ici notre valeur qui est carré critique, le degré de liberté qui correspond à 2. Donc, c'est notre facteur de regroupement 1-1 et la p-value qui est plus bas que 0,05 ici. Donc, ici, à l'étape 8, on va rejeter l'hypothèse nulle et on va conclure qu'au moins un des groupes a déclaré une douleur qui est différente de celle d'au moins une autre, donc des médianes qui vont différer. Puisqu'ici, on a rejeté l'hypothèse nulle, on peut faire des tests en post-hoc. Donc, ici, on peut faire une série de tests U, qu'on avait déjà vu donc, avec chaque paire. Et par la suite, on peut corriger le seuil, la p-value, étant donné qu'on fait plusieurs tests. Donc, pour corriger la p-value, on va utiliser la procédure de Holm. Donc, cette procédure-là, c'est ce que j'ai décrit. Donc, on réalise les tests U paire par paire et après, on fait une correction de la p-value. Donc, pour réaliser des tests U paire par paire, on doit d'abord séparer chaque niveau. Donc, on peut placer dans 3 objets différents chacun des éléments qui correspondent à chacun de ces niveaux. Donc, ici, par exemple, on a placé dans l'objet contrôle, on a placé toutes les lignes qui correspondaient dans notre tableau à contrôle. Donc, Do, c'était notre tableau, on fait référence au niveau de douleur qui sont associés au groupe contrôle ici. Donc, et par la suite, on fait le test de U, donc avec la commande Wilcox.test et on fait toutes les possibilités. Donc, ici, on a 3 possibilités. Donc, on a comparé le contrôle avec le médicament 1, le contrôle avec le médicament 2 et après le médicament 1 et le médicament 2. Et pour chacun, on a une p-value que R nous a fournie. Par la suite, pour faire la correction des p-values selon Holm, on utilise la commande p-adjust. Donc, dans le fond, cette commande permet d'appliquer la correction. Donc, ça applique un peu le même principe que le test de Tukey qu'on a vu tantôt. Donc, c'est-à-dire, ça augmente à la hausse les p-values en fonction du nombre de comparaisons, car sinon, notre alpha ne se situerait plus aux 5% qu'on avait déterminé initialement. Donc, ici, dans un vecteur, on a simplement placé les 3 p-values qu'on a trouvées à la diapo précédente et on a mis méthode égale Holm pour appliquer la correction associée à cette procédure. Et ça nous augmente à la hausse toutes les p-values. Et donc, ça, c'est nos p-values réelles. Et là, on peut voir qu'il y a la seule comparaison qui est significative, c'est entre le contrôle et le médicament 2. Donc, on peut aussi le faire d'une autre façon, c'est de placer les p-values qu'on a eues avec notre Wilcox.test, donc ces 3 chiffres ici, en ordre croissant et les multiplier par le nombre de tests. Donc, par exemple, si on les place en ordre croissant, le plus petit, c'est le 0,0055 et on le multiplie par 3. Le deuxième, c'est le 0,119. On le multiplie par 2, donc le nombre de tests moins 1, et ainsi de suite. Donc, la conclusion de ce test, c'est dans le fond que
la seule différence qu'on a trouvée, c'est entre le contrôle et les médicaments 2. C'est la seule différence qui est significative avec une plus-value de 0,06. Et encore une fois, on peut faire un box plot avec notre test de Kruskal-Wallis de la douleur en fonction du facteur de regroupement, donc en fonction du médicament. Et c'est la même logique avec les lettres ici. Donc, ici, on commence par séparer les groupes avec les p-values qui sont significatives, donc significativement différentes. Donc, on fait le contrôle, on met la lettre A et le médic 2, donc la lettre B. Puis après, on regarde les groupes qui ne sont pas significativement différents, donc le médicament 1 qui n'était pas significativement différent du contrôle, donc on met aussi la lettre A, et le médicament 1 qui n'était pas significativement différent du médicament 2, donc on met la lettre B également. Oui, donc encore une fois, ça c'est simplement la commande dans R qui vous permet de créer ce graphique-là. Là, on va juste voir la sortie summary qu'on reçoit dans R lorsqu'on fait ANOVA. Donc, dans le fond, quand vous faites summary de votre objet qui contient votre modèle ANOVA, vous allez avoir plusieurs éléments. Donc, la ligne d'en haut, ça correspond à votre intergroupe et le residual, c'est intragroupe. Donc, vous avez les degrés de liberté associés à chacun. Votre F-calc ici, qui est le CMA sur le CME, donc ouais, c'est ça. Et ouais, ici, c'est plus en détail. Donc, dans le fond, vous avez la somme des carrés intergroupe en haut, donc qu'on a divisé par les degrés de liberté qui sont associés à ça pour trouver les carrés moyens. Et par la suite, on utilise les carrés moyens intergroupe sur intragroupe pour trouver notre statistique F, dans le fond. Et vous pouvez aussi calculer la probabilité ici en ayant votre F critique. Et donc, vous pouvez utiliser la loi de Fisher lorsque la valeur F critique est fournie et lorsque vous avez vos degrés de liberté. Donc, cette prochaine partie, c'est simplement pour vous montrer comment on calculait, comment on calculait avant à la main, tout ça, mais ça ne fait pas partie de l'examen. Donc, par exemple, si on a 4 variétés de tomates et on veut savoir s'ils ont toutes le même diamètre, donc ici on a A, B, C, D. Et ici, je vous fournis simplement les formules rapides. Donc, vous avez la dispersion due au facteur A, la dispersion des résidus qui correspond à la somme des carrés R1 et la dispersion totale ici. Et on voit que ces 3 variables utilisent les 3 mêmes valeurs pour être calculées. Et notre statistique F, c'est la CMA sur CME, donc qui est chacun calculé par la dispersion intergroupe et la dispersion intragroupe. Donc, si on a notre tableau pour faire le calcul de l'ANOVA à la main, donc on va juste regarder une colonne. Donc, mettons la colonne A, on a nos 5 tomates et les diamètres qui y sont associés. On va commencer par placer ces valeurs au carré qui vont nous donner cette deuxième colonne ici. Lorsqu'on fait le total de tous ces diamètres-là, on a 82 et on peut faire le total de toutes les valeurs au carré qui nous donne
1356. Ici, le N, c'est simplement l'effectif. Donc, on en a 5 dans chaque catégorie de type de tomate. On n'a pas besoin que ça soit tous pareil, mais c'est préférable que ça soit tous pareil. Ici, en rouge, on a simplement calculé la moyenne. Donc, on a fait 82 divisé par 5 et on a calculé toutes les moyennes comme ça. Le TG au carré, donc, c'est simplement le 82 au carré ici, donc le 6724. Et on a pris le 6724 et on l'a divisé par 5 pour obtenir le 1344,8. Donc, ça, c'est comment calculer tout ça à la main. Et on a la dernière colonne ici qui est le total. Donc, ici, on a le total de toutes ces sommes-là. Pareil pour le 4489, on a un N de 20. Ça, c'est la moyenne des moyennes ici. Et ici, c'est la somme de toutes ces valeurs en bas. Donc, juste en regardant ce tableau, si on regarde la colonne TG au carré, on voit que le type D semble différer des trois autres. Et on peut apercevoir ça parce que lorsqu'on met au carré les valeurs, la différence est augmentée, donc on le voit plus facilement. Donc, par la suite, pour obtenir les différentes variables pour nos calculs, donc le 4489, c'était dans notre colonne de somme dans la diapo précédente. Le T carré divisé par N, donc c'est le 4292,45. Donc, dans le fond, c'est le 293 au carré divisé par N. Et par la suite, on peut calculer le chiffre en vert ici. Donc, on aura tous les trois éléments qui étaient nécessaires pour calculer nos dispersions. Oui, donc ici, c'est la dispersion totale. Donc, dans R, cette deuxième façon est plus facile parce qu'on peut simplement soustraire la moyenne et mettre la valeur au carré et faire la somme de tout ça que faire cette formule-là. Également, la même chose pour la dispersion due au facteur A. Donc, c'est la dispersion intergroupe. Et lorsqu'on a déjà deux de ces valeurs, on peut calculer la troisième assez facilement par une soustraction. Donc, ça, c'est simplement un résumé pour le calcul à la main. Et une façon, si vous avez des valeurs négatives, vous savez que vous vous êtes trompé parce qu'on fait tout le temps, on met les valeurs tous au carré, donc c'est impossible d'avoir des valeurs négatives. Donc ici, vous avez l'arbre décisionnel pour les différents tests qui vous permettent de comparer plus que deux moyennes. Mais plus que deux moyennes. Donc là, j'ai simplement quelques questions. OK, donc j'ai trois vrais ou faux. Donc ici, le premier, c'est que lorsqu'on a une ANOVA qui est hautement significative, ça indique que tous les facteurs de regroupement, toutes les moyennes reliées aux facteurs de regroupement sont tous différents.
Vous pouvez l'indiquer dans le chat si vous voulez. Oui, c'est faux parce que le test nous dit seulement que il y a au moins une moyenne qui diffère des autres. Donc, dans le test ANOVA, on a besoin on a besoin de faire des comparaisons multiples parce que c'est impossible de comparer facteurs de regroupement, toutes les moyennes reliées aux facteurs de regroupement du même coup. Oui, c'est faux également. Donc, on fait multiples comparaisons pour contrôler la probabilité qu'on ne fait pas une conclusion erronée sur toutes les comparaisons qu'on effectue. Et la variable auxiliaire f dans ANOVA correspond au ratio entre la variation entre chaque groupe à la variation au sein du groupe. Oui, c'est vrai. C'est ça. OK. Quatre dernières questions. Je vais juste voir si le sondage fonctionne. OK. Donc, qu'est-ce qui arriverait si au lieu d'utiliser une ANOVA pour comparer 10 groupes, on ferait multiples testés? OK, je vais fermer le vote. Oui, donc la plupart ont eu la réponse. Donc, si on fait multiples comparaisons en utilisant un test T, on augmente notre seuil de risque alpha, donc la probabilité de faire une erreur de type 1. Donc, si on assume qu'il n'y a pas de chevauchement entre un box plot pour 3 médicaments qui ont été chacun administrés à 35 personnes, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ce diagramme? OK, je vais fermer le vote. Dans le fond, la réponse, c'était C, donc ça représente de la preuve contre l'hypothèse nulle de l'ANOVA, parce que s'il n'y a pas de chevauchement, ça risque d'être significativement différent. Donc, ça risque de nous faire rejeter l'hypothèse nulle. Donc, lorsque la variabilité due à la chance diminue, comment est-ce que la valeur de f va évoluer?
OK, je vais fermer le vote. Oui, la réponse c'est A. Donc, le ratio F va augmenter lorsque la variabilité de nos données, mais en fait, la variabilité présente au sein de- d'un des groupes diffère du groupe, de l'ensemble des groupes, donc de la variabilité due aux chances. La dernière question, je ne comprends pas pourquoi on peut déduire que ça va augmenter. Plus ton F augmente, plus ça indique que il y a au moins, dans le fond, l'ensemble, lorsqu'on prend l'ensemble des groupes et qu'on les compare. Attends, Ouais, la relation inverse, je suis d'accord, mais pas ce qui est écrit là. OK, pourquoi? F augmente, ça diminue mais pas. Nous, on présuppose qu'il y a une relation, que le facteur a une incidence sur la moyenne. Si le facteur n'a aucune incidence sur la moyenne, le F ne changera pas. On ne peut pas le dire. Oui, mais c'est ça, si ton F augmente, ta chance de ta probabilité de rejeter l'hypothèse nulle augmente aussi. Ouais, ça, Comme, mais là, on dit si la variété et, de la chance diminue, on ne peut pas conclure que le F va absolument augmenter s'il n'y a aucun lien entre les facteurs et les données. Exemple, trois médicaments ont exactement le même effet. En tout cas, la relation inverse marche, mais pas la manière que c'est écrit. oui, parce que dans le fond, mettons si on a trois groupes, trois médicaments, si tous ces trois médicaments ont la même moyenne, ils ont toutes la même chance d'être dans le même groupe. Donc, l'ensemble des données, donc la variance intergroupe va être pareille. Donc, si cette probabilité diminue, parce que la variabilité associée à la chance, c'est que la chance que toutes les données font partie du même groupe. C'est un peu ça aussi. En tout cas, regarde. OK. En tout cas. Le rapport de F, c'est CMA sur CME. Si ils ont la même moyenne, ça va te donner 1. Fait que, exactement. Oui, c'est sûr qu'on ne peut pas aller moins que 1. Hein. Ça va de soi. Si les trois facteurs n'ont aucune incidence sur les données, mais ça va être le contraire. Le F va diminuer, il va se rapprocher de 1 plutôt que s'éloigner. Oui, il va se rapprocher de 1 si toutes les données se ressemblent. Mais donc la variabilité décroît si toutes les données se ressemblent. En tout cas, on peut continuer. OK, c'est beau. C'est beau. OK. Donc, dernière question. Donc, un chercheur assigne aléatoirement 30 étudiants en dans trois groupes d'études tous de taille égale. Donc, tôt le matin, l'après-midi et tard la nuit, pour déterminer si la période de la journée à laquelle les étudiants étudient a un effet sur leur rétention. Donc, pour une semaine, ces étudiants habitent dans un environnement contrôlé et à la troisième journée du traitement, un test, oui, on the third day of the experimental treatment. OK. Je suis pas sûre de comprendre la deuxième phrase, mais en tout cas. Donc, à la septième journée, les investigateurs font un test de leur rétention. Et dans leur tableau d'ANOVA, ils voient que
que les sommes des moyennes à l'intérieur d'un groupe est plus large qu'entre les trois groupes. Donc, qu'est-ce que ça voudrait indiquer? Oui, dans le fond, la réponse, c'est C. Donc, il y a plus de variabilité entre les sujets à l'intérieur du même groupe qu'il y a entre les trois groupes, dans le fond. Donc, c'est la fin de l'AIS. Vous avez le TP5 à remettre mercredi. Donc, mercredi prochain. Vous pouvez maintenant faire les questions 1 et 2. Et également, le TP4 est à remettre demain. Donc, n'oubliez pas ça. Et donc, on peut prendre une pause. Et au retour, aujourd'hui, Laurence n'est pas là. Donc, ça se peut que si vous faites une demande d'aide, un appel d'aide dans le Zoom, ça prenne un peu plus longtemps que je vienne vous voir. Donc, vous pouvez revenir à 14h13.